Madame, monsieur, bonjour. Le président Abdelmadjid Tebboune appelle au changement des mentalités pour pouvoir construire une Algérie nouvelle. Nul ne peut stopper le cours du changement, a indiqué le chef de l'État lors de son entrevue avec des responsables des médias nationaux il y a quelques jours, affirmant que les changements sociétaux entraînent des changements institutionnels. Abdelmadjid Tebboune a également rappelé la satisfaction de la plupart des revendications du Hirak authentique qui appelaient à un changement institutionnel. D'autre part, après avoir battu en brèche les rumeurs colportées contre sa personne, notamment celles liées avec son état de santé et sa prétendue démission, le président de la République a nié avoir un conflit avec l'institution militaire, précisant que ces rumeurs avaient pour source des sites électroniques dans un pays voisin diffusant depuis l'Europe. Évoquant le dernier remaniement ministériel partiel, le chef de l'État a rappelé qu'il n'a pas voulu opérer un changement total, puisqu'un changement profond interviendra après les prochaines élections législatives, en fonction de l'issue de ce scrutin, qui pourrait être organisé en même temps que les locales. Il a en outre assuré que les prochaines élections ne ressembleront en rien à celles du passé, lesquelles, a-t-il dit, seront organisées loin de l'argent, sale ou pas. Par ailleurs, le président de la République a mis l'accent sur l'impératif de rationaliser les dépenses et d'encourager la production et l'investissement nationaux afin de relancer l'économie nationale et d'assurer au pays une situation financière confortable. Enfin, sur le volet international, après avoir réitéré la position de l'Algérie vis-à-vis de la cause sahraoui, le chef de l'État a soutenu que l'Algérie entretenait d'excellentes relations avec les États-Unis, l'Union européenne et avec les pays frères du Golfe, et ce, en dépit parfois des divergences dans les vues. Pour débattre, analyser et commenter les déclarations du président Tebboune pour la mise en œuvre de l'agenda politique pour l'édification de l'Algérie nouvelle, nous recevons ce samedi en direct dans notre émission politique M. Salim Bennoud, membre du bureau national de l'ANR, et M. Reda Mhegni, représentant du Front Le Moustarbel. Messieurs, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. Et puis tout d'abord, donc, première question, qu'est-ce que vous pensez rapidement, en quelques mots, comme ça globalement, de l'intervention du président de la République avec les responsables médias? Monsieur Bennoud, pour commencer, de l'ANR. Merci monsieur pour l'invitation. Je salue nos chers auditeurs. Déjà, comme un premier constat, la rencontre périodique est une occasion pour éclaircir ces différents points à l'opinion publique. Nous partageons l'idée que dans un aspect de transparence, ces rencontres ouvrent un espace de débat très important pour les acteurs, pour les différents acteurs. Très bien. Donc, Monsieur Mhegni, vous êtes aussi d'accord avec cette idée que ce genre de rencontre doit se multiplier, doit se tenir pour justement affirmer de temps en temps les idées et les messages à passer? Oui, tout à fait. Là, ça confirme qu'il y a une nouvelle manière de communiquer. Une nouvelle manière de communiquer avec le peuple, marquée par la franchise, la spontanéité dont nous a habitués Monsieur le Président de la République. Quand un président annonce le remaniement des jours avant, où il évalue publiquement ses ministres, c'est une première. Quand il parle ouvertement de sa santé, de sa relation avec l'armée qui a toujours été un tabou, justement, nous allons revenir un peu plus tard. C'est aussi une première. Donc oui, c'est une nouvelle manière très très positive. Justement, et quand il parle comme ça, on va parler globalement avant de prendre dossier par dossier, si vous le voulez bien, quand il dit que les changements, rien ne peut se faire sans un changement des mentalités. Construire une Algérie nouvelle demande un changement de mentalité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous avons vécu 30 années d'absence, si on veut, ou de manque de démocratie directe. Les années 90, donc les 10 années du chaos et de violence, marquées par la violence, et les 20 années de décadence politique. On croit vraiment qu'on ne peut pas tout changer en un an ou en quelques mois. Donc bien sûr, pour s'apprêter à vivre à entrer dans une Algérie nouvelle, il faut changer les mentalités, il faut accepter l'autre, il faut accepter les changements à ses dépens
avant de les réclamer pour tous. Donc oui, ça nécessite un engagement de tous, ça nécessite une acceptation de tous. Donc Monsieur Benoud, Salim Benoud pour l'ANR également, donc les changements sociétaux entraînent des changements institutionnels. Vous êtes d'accord avec ça? Donc pour avoir des changements institutionnels profonds et sérieux, il faut également un changement de mentalité dans la façon d'appréhender la politique en Algérie. Oui, je suis totalement d'accord dans cette avancée. Nous, à l'ANR, nous pensons toujours que pour qu'on puisse réaliser des projets ou des projets, il faut un cadre muni d'une compétence, d'une autre compétence, et la compétence doit être reflétée par un esprit ouvert, par un esprit ouvert, par la non-exclusion des autres, un respect mutuel envers les idées des autres, et qu'on doit assurer qu'on a un seul objectif à atteindre, c'est de servir l'Algérie. Très bien. Donc vous parlez évidemment du respect des autres, de l'ouverture au débat pour tout le monde. Mais puisqu'on parle justement de changement des mentalités, est-ce que justement le fait que le président de la République aborde si directement, si franchement le problème des rumeurs, même des rumeurs à son encontre, c'est vraiment un changement dans la façon de gouverner et de communiquer, Monsieur Pegni, pour le Front Moustaqbel? Oui, c'est pourquoi on parle de nouveaux modes de gouvernance. Ces outils, entre autres, donc la communication, en fait partie. Mais, regardez, les lois, les sociétés se développent, avancent. Et les lois aussi avancent. Les sociétés évoluent, les lois aussi évoluent. Et aussi la perception des gens, aussi la conscience collective du peuple à travers ces différentes manifestations, qu'elles soient hirak, associations, partis, mouvements de tout genre, doivent accompagner ce changement et doivent préparer le terrain intellectuel, la perception de ces changements et les attentes pour lesquelles nous travaillons tous. Donc oui, bien sûr, nous pensons que c'est une très très bonne démarche qui, in fine, aura l'adhésion du peuple parce qu'il verra la sincérité. Et comme disent en arabe, on dit ce qui sort du cœur va vers le cœur. Donc oui, ça s'applique à ça aussi. Mais est-ce que ça peut pas cacher aussi un autre problème? C'est-à-dire que répondre à des rumeurs, c'est bien pour rétablir justement la vérité, pour dire qu'on les a entendues et qu'on n'est pas d'accord. Mais est-ce que c'est pas aussi un danger de répondre en permanence aux rumeurs? Parce que les rumeurs se multiplient. Est-ce que c'est pas une dépense d'énergie énorme quand même? Si je dois continuer, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, bien sûr. C'est la même question. Nous sommes consommateurs d'un contenu qui nous arrive, qui nous parvient par les nouveaux, par tous ces réseaux sociaux. Et pour en faire face, il faut d'abord bien filtrer, mais aussi pas contre-attaquer, mais donner un message clair. Là, on se base sur ce que dit le président de la République, qui est le chef de l'État, le chef des armées, le premier magistrat du pays. Le monsieur, il dit, si je me trompe, corrigez-moi. Est-ce qu'il y a plus transparent que ça? Est-ce qu'il y a plus direct que ça? Il invite les gens, le peuple, à prendre l'information de sa source d'ici. Et ne pas de subir toutes les campagnes. Nous subissons une vraie, il l'a cité comme ça, nous subissons une vraie cyberattaque, cyberguerre. D'après ce qu'il disait, que 97% justement des rumeurs émanent de l'étranger. Monsieur Benoud, justement, sur ce thème de la réponse aux rumeurs et de l'État, comment appréciez-vous cette manière de répondre et d'agir du président? Le président de la République a affirmé qu'il existe une contre-révolution avec la complicité des résidus de l'ancien système, bien de l'ancien régime. Alors que nous, à l'ANR, nous rappelons à chaque occasion et depuis plusieurs années que le changement ne peut se faire sauf dans un climat sain, régénéré par une volonté politique. Et l'un des importants outils qui peut aider cette démarche, c'est la transparence. Il est tout à fait clair que des fois, lorsqu'on démonte des rumeurs, certains pensent que c'est une sorte de faiblesse. Mais dans
dans le contexte actuel, ça a devenu, je pense, un utile d'apaisement et de confirmation que l'État est présent et que le président assure ses missions en toute tranquillité, en respectant la Constitution. Justement, en abordant toutes ces rumeurs qui touchaient sa personne, il a également abordé le problème de l'armée nationale populaire, où il indiquait que cette armée a atteint un tel niveau de professionnalisme, un niveau qui la tient à présent à l'écart de la politique. C'est une manière de dire que toutes ces rumeurs ne tiennent pas la route et que l'armée fait son travail et que le gouvernement fait le sien, que le président fait le sien. Vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Tout d'abord, cette affirmation que l'armée est une armée professionnelle et qu'elle est loin de la politique est une bonne chance pour transmettre un message important à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ce qui nous concerne, l'armée a joué son rôle depuis longtemps. Elle essaie toujours d'être à la hauteur, de respecter ses missions constitutionnelle. Nous, à l'ARNR, nous avons eu le courage d'aborder ce sujet. On a demandé l'implication et la participation de l'armée dans l'étude stratégique et de la vision, et non pas dans les décisions. Donc l'armée ne peut pas être dans la décision politique, mais dans la planification et l'instauration de la stratégie politique du pays en général. Monsieur Mhagni, pour le Front Moustaqbel, cette manière d'aborder la question de l'armée justement dans la nation, c'est la première fois que c'est une façon nouvelle d'aborder les choses aussi franchement et aussi directement. C'est toujours ça renvoie toujours vers la spontanéité du style de communication de Monsieur le Président de la République. Nous résumons ça en un concept ou une philosophie que nous adoptons au niveau du parti, c'est impérativement tenir le cap institutionnel et constitutionnel et légal du pays. Si l'armée, dans tous les pays modernes, c'est une armée politique, armée républicaine et bien entendu, armée professionnelle. On n'est pas des fervents du tout noir ou tout blanc. C'est vrai qu'on est passé par des périodes où il y avait des interférences, où il y avait de l'interventionnisme, qu'il soit à l'intérieur du pays ou même de l'extérieur. Là, nous sommes en face... Parfois objectivement nécessaire. Oui, ça dépend des cas. Là, nous sommes en face d'une situation, d'une Algérie nouvelle qu'on veut construire sur de bonnes bases. Regardez, là, on n'a plus besoin de recevoir des infos de qui que ce soit. Dans chaque foyer, il y a une télé où il y a 5000 chaînes de télévision, où il y a un Facebook, tous les réseaux sociaux qui vous permettent d'avoir l'info en temps T. Et donc, là, le président de la République le dit haut et fort, et il l'annonce clairement. Une Algérie nouvelle, des institutions nouvelles, une constitution respectée et des institutions qui jouent leur rôle qui leur est consacré par la Constitution. Donc ça répond à tout. Ça répond à tout ça justement. Donc le rôle de l'armée, elle est dans son rôle quand elle ne fait pas de la politique, quand elle est professionnelle, quand elle défend les frontières et l'État. Lors de cette intervention, le président de la République a également abordé les élections législatives et le remaniement ministériel opéré il y a une dizaine de jours. Évidemment, c'était qu'un remaniement partiel, juste 6 ministères, je crois, ont été touchés. Et en réponse justement à le fait que l'opinion publique demandait que ce n'était qu'un... soit plus profond, que c'était qu'un remaniement de façade, quelque part que c'était un lifting, il a répondu en disant qu'en fin de compte, le vrai changement, le gouvernement changera profondément après, à l'issue des élections législatives, duquel devra sortir justement ce nouveau gouvernement. Et à propos de ces élections législatives, il a également pas annoncé, mais a affirmé qu'elle pourrait se tenir en même temps que les locales, et ce, à la demande des partis politiques. Qu'en est-il selon vos différents partis? Qu'est-ce que vous en pensez? Et quelle est votre position sur ce point? Monsieur Benoud pour l'ANR. Donc, premièrement,
je reviens sur certaines mesures d'apaisement. Donc, le président a indiqué que l'objectif de la grâce présidentielle annoncée, accordée à des détenus, est d'aller à l'apaisement. Ça, c'est un point. En second point, le président a précisé que le référendum sur la Constitution s'est déroulé dans un contexte particulier, notamment sur le plan sanitaire. Il a ajouté que les prochaines législatives constituent une rupture totale avec le passé et les pratiques anciennes. Alors, l'ANR ne cesse de souligner que l'instauration d'un climat de confiance et d'apaisement est important pour munir un dialogue conduisant à un consensus national ayant pour but l'implication de la majorité de peuple dans les prochains rendez-vous électoraux. D'autre part, l'ANR salue et valorise les décisions de la grâce accordée à certains détenus ainsi que l'ouverture de dialogue avec les partis. Ce qui concerne les législatives, donc, en tant que parti, l'ANR a participé par des amendements et des propositions concernant la révision de la Constitution ainsi que la loi électorale. Et bien sûr, il y a des points qui ont été à l'avance et qui ont l'objet d'un débat important concernant le seuil, les différentes mesures de garantie, etc. Donc, nous pensons que nous pensons que nous devons focaliser nos pensées à la réussite de contexte en global et non pas uniquement sur les textes. D'accord. Mais est-ce que quelle est votre position, la position de l'ANR sur le principe d'organiser des locales en même temps que les législatives, sachant que cela demande quand même énormément de monde et une logistique très poussée? Quelle est votre position? Premièrement, cette approche a des avantages et a des inconvénients. Oui. Bien sûr, du point de vue faisabilité, on peut les réaliser, mais ça demande un logistique très important. Ça pose un problème concernant le dépouillement et le temps de dépouillement. Mais d'autre part, elle a des avantages. Les avantages, par exemple, si on revient sur la situation économique du pays, on peut avoir un gain important concernant les dépenses réservées à une telle opération. Le deuxième point, concernant jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu la version finale du code. Donc, nous pensons que sur le plan recueil des signatures, l'opération ou l'approche peut aider les partis à renforcer leur effort et focaliser l'effort sur un seul aspect au lieu de plusieurs. Donc selon vous, c'est le problème logistique qui pourrait justement gêner un peu l'organisation simultanée de ces deux élections. Ça peut... Monsieur Mhangni, pour le Front Moustaqbel, quelle est votre position justement sur ces élections locales et législatives en même temps ou non? Je reviens d'abord à votre question relative au remaniement. Oui. Le remaniement auquel tout le monde s'attendait, et on s'attendait à ce qu'il soit plus significatif, plus profond si on veut, mais la démarche du président est très logique. Changer un gouvernement pour aller le changer encore une fois, profondément, pour aller le changer encore une fois après 5 mois, parce qu'on suppose que les élections auront lieu, disons... Dans les 3-6 mois. Dans les 3-6 mois, donc fin juin par exemple. Donc, c'est du gâchis, c'est de la perte, c'est de la consommation ou de la consommation de cadres. Donc lui, il a dit, je n'ai pas procédé à un changement profond par respect au peuple, mais en vérité, il veut dire par respect à la volonté populaire, que c'est la volonté populaire qui décidera qui est ou qui sont les partis qui auront la majorité, et donc
Le gouvernement sera issu de cette majorité. Tout à fait. Maintenant, pour la tenue conjointe ou le couplage, si on veut, des élections législatives et communales, oui, nous ne nous y opposons pas. Il y a juste la partie logistique qu'il faut mettre en place. Il faut rappeler que M. Chorfi, président de l'ANI, l'a soulevé il y a de ça un mois et demi. Lui, par contre, il s'est montré contre par rapport à un point relatif au nombre de magistrats disponibles. Oui. Et ça, c'est un élément objectif. On verra comment ils vont l'aborder. Le nouveau mode électoral peut poser également un problème. Certainement, parce que quand je dis problème, c'est-à-dire les délais de compliquer. Voilà, peut compliquer l'opération. Donc, on verra, comme l'a dit notre collègue ici, le projet de loi qui sera probablement annoncé cette semaine pour voir... Justement, donc le code électoral définitif n'a pas encore été rendu public, il devrait être rendu public incessamment sous peu. Et pendant ce temps-là, on observe que le président de la République poursuit son dialogue avec les formations politiques. Un dialogue qu'il a entamé il y a 15-20 jours et qu'il poursuit actuellement. Est-ce qu'on peut considérer que ce dialogue politique ouvert avec les différentes formations du pays, avec la classe politique, et selon vous, est un dialogue qui est en relation juste avec ce code électoral, ou c'est également une nouvelle façon de travailler et de maintenir un contact avec la classe politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, M. Mftahi, la démocratie représentative est en crise dans le monde entier. En Europe, là où c'est le modèle de démocratie, ça ne dépasse jamais les 40%. Chez nous, on est dans ces eaux-là, 30, 35, ça a toujours été ces chiffres. Les derniers chiffres du référendum sur la Constitution montrent encore la vraie adhésion populaire à ces élections. Les gens n'y croient pas. Si le président invite les chefs de parti, invite la société civile à s'organiser, c'est qu'il veut vraiment mettre en place ce qu'on appelle la démocratie directe, l'implication de tous dans un processus électoral et l'adhésion de tous pour élire leurs élus, pour qu'ils soient comptables devant eux. Donc, bien sûr, nous saluons cette démarche. Il est à l'écoute, il l'a dit dans son discours, et ça, on s'en félicite. Je vous ai entendu, j'ai écouté vos doléances, vos critiques quant à mon gouvernement, et je vais procéder à un changement. Waouh! C'est des propos qu'on félicite, qui sont les bienvenus, et on attend qu'ils se répercutent sur le terrain, on attend qu'on ait des institutions crédibles, des institutions légitimes. Justement, donc M. Benoud, pour l'ANR, le président de la République, qui également, parce qu'un changement de gouvernement, on en a eu évidemment des dizaines, soit complet, soit partiel, mais c'est la première fois qu'on évalue quelque part les ministères qui ont été changés, ont été évalués par le président en disant que oui, là il y a eu des insuffisances, là il y a eu des manquements, c'est peut-être pour cela qu'on change. C'est une nouvelle manière de procéder également, quelque part de dresser le bilan de ce qui a été fait, évaluer, et non pas seulement changer puis on passe à autre chose. Revenons un petit peu en arrière, où on a vécu une période où le gouvernement lui-même ne dépose même pas son bilan annuel devant l'Assemblée nationale, ce qui est anticonstitutionnel. Nous félicitons toutes sortes d'actions qui mènent à un climat de confiance et de transparence. Également, l'ANR soutient toutes sortes de dialogues entre les Algériens et appelle les Algériens à se réunir entre une seule idée pratiquement, c'est de sauver l'Algérie et de minimiser le temps parcouru pour les réformes politiques. Il y a des enjeux socio-économiques qui ont derrière. On ne peut pas les négliger. Donc, concernant l'ANR, le secrétaire général a reçu, il va être reçu par le président incessamment. Donc,
comme nous allons toujours respecter notre philosophie d'encourager le dialogue, on est toujours apte à écouter et d'entendre l'avis et le contre-avis. Justement, à propos de dialogue politique entamé par le président avec la classe politique, M. Mhegni, on a l'impression qu'il y a des fois certains partis sont réticents à y aller parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais le principe du dialogue, c'est ça, c'est justement, on y va quand on n'est pas d'accord, quand on a des choses à dire, quand on a des choses à proposer. Tout à fait. Nous, la philosophie du parti est basée sur la triptyque dialogue, stabilité et prospérité. Donc, je me rappelle, si vous me permettez, quand M. Ben Saleh, président de l'État, par intérim, dans la transition qu'il a assurée, il a invité les partis politiques justement à un dialogue, et on a subi des foudres de critiques sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas partis au dialogue pour demander des postes. Nous sommes partis en réponse à l'appel de notre pays. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un dialogue parce que nous voulons être tous d'accord sur les grandes lignes, la structure de cette Algérie nouvelle auquel nous aspirons tous. C'est pourquoi nous félicitons bien sûr cette démarche. Physiquement, le président de la République assume, physiquement je dis, il assume un rôle très très important parce que c'est la personne, c'est Monsieur Abdelmadjid Tebboune qui reçoit ces gens, qui écoute, qui prend note de leurs préoccupations et enregistre leurs doléances et essaye de trouver une plateforme commune qui permet l'adhésion de tous dans sa démarche. Et justement, lors de ces... Oui, si vous permettez, j'enchaîne l'idée de mon collègue. Des fois, la conversation directe et physique peut éliminer pas mal des arrière-pensées et des préjugés. Donc, il est très important ce dialogue. La chose la plus importante, il est dirigé par Monsieur le Président en personne, ce qui est très important. C'est-à-dire, il a passé directement vers la classe politique et écoute d'une façon sans intermédiaire, il écoute d'une façon directe et sans intermédiaire les différents acteurs. Justement, je voulais revenir directement sur les entretiens qu'a eu avec le président de la République, puisque le Front Moustaqbel a déjà été reçu. Et ce genre d'entretien, de rencontre, est-ce que le président ne fait qu'écouter, comme vous avez dit, prendre note de ce qui a été dit, ou c'est un véritable débat qui s'installe? C'est-à-dire, c'est des propositions, des contre-propositions, des explications, je ne sais pas, moi. Sur ce que nous a rapporté Dr Belaïd Abdelaziz, le président du Front Moustaqbel, quand il a été reçu par le président, c'est qu'il y avait un vrai échange. Le président posait des questions. Le président s'informait et informait. Voilà, c'est d'ailleurs, d'où... Ça allait vraiment dans les deux sens. Ce n'était pas juste qu'avez-vous à dire, qu'avez-vous à proposer et au revoir. Un véritable dialogue. Un véritable dialogue. Oui. Il discutait. Et il a annoncé sa volonté d'organiser, de dissoudre l'Assemblée nationale donc à Dr Belaïd par exemple. Et il a annoncé aussi qu'il allait procéder à un remaniement ministériel. Donc oui, et il nous a écouté longuement. On a donné notre avis sur les questions d'actualité, le projet de loi organique sur le mode électoral. Oui, de tous les présidents de partis, les représentants de partis qui ont été reçus et qui se sont prononcés après leur audience, ils ont tous tenu le même discours, qu'ils avaient en face quelqu'un qui écoutait, qui échangeait, qui posait des questions, qui s'informait et qui était ouvert à tout, complètement à tout. Est-ce que vous pensez justement que ce retour du dialogue que vous avez eu avec le président se retrouve quelque part dans la proposition du texte sur le code électoral qui a été rendu public? On ne l'a pas encore. Oui, mais on ne l'a pas encore reçu. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez senti que ce n'était pas vraiment un texte définitif, c'était une proposition qui a été appelée à être enrichie et que le nouveau texte définitif qui sera rendu public donc incessamment aura vraiment pris la température et aura écouté les propositions, pas toutes évidemment des choses, mais les propositions émises par la classe politique? Allez, je termine ça. Nous sommes sûrs. Monsieur Mhegni. Nous sommes sûrs qu'il y avait de l'écoute et nous sommes sûrs qu'il va y avoir une réaction quand on aura la mouture finale de l'avant-projet qui sera probablement adopté demain au Conseil des ministres, qui va se tenir demain. Nous sommes sûrs
parce que nos remarques étaient objectives. Quand on parle de la parité homme-femme sur les listes électorales, et on a dit que c'est pas faisable, c'est pas pratique, ça démontre une certaine méconnaissance de la société algérienne. On va trouver dans le texte adopté une diminution de ce pourcentage. Il y a plusieurs points qui vont être révisés. On est sûr parce que la commission Araba a réagi positivement et a montré sa disposition à réviser ces points, et donc et le gouvernement qui l'a étudié lors du conseil du gouvernement mercredi passé, on a des échos qu'ils ont revu plusieurs points suite aux doléances et aux demandes des partis. Oui, mais quand on écoute les doléances des partis politiques, ils ne sont pas tous pareils, les partis politiques. Vous avez des gros, vous avez des moyens, vous avez des petits, entre guillemets, bien sûr, je parle de l'importance du parti sur la représentativité électorale, mais les demandes ne sont pas les mêmes, et elles sont même parfois contradictoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Est-ce que justement parce que certaines demandes ne seront pas prises en compte qu'il faudra crier au fait ah voilà, on n'écoute pas la classe politique? Monsieur Bennoud. Malheureusement, un projet d'une loi ou bien la Constitution. Il faut créer quelque part un consensus et tout n'est pas possible. Bien sûr. Malheureusement, comme j'ai dit, un projet d'une loi ou bien une Constitution est un document qu'on doit le prendre en globalité. On ne peut pas choisir, par exemple, si cette partie me convient, donc j'y allais ou je refuse. Donc soit on le prend, soit on le laisse. Donc si par exemple il y a des intersections importante avec notre doctrine et notre philosophie politique. Donc nous essaierons de faire certaines propositions ou des suggestions. Bien sûr, chaque parti essaie d'ajouter l'empreinte qui lui est confiée, mais nous devons retenir sur un document qui peut construire une plateforme constitutionnelle qui arrange tout le monde et je pense que le point le plus important est d'essayer de récupérer la masse électorale et de les convaincre le peuple d'y aller vers les bureaux de vote. Justement, donc on parlait de masse électorale, mais donc c'est le taux de participation quelque part qui est en question. Comme le disait M. Mhagni tout à l'heure, avoir un taux de participation gigantesque, c'est tout à fait impossible par les temps qui courent aujourd'hui en 2021, et cela quel que soit le pays dans le monde. Justement, est-ce que le principe, justement, j'allais dire les ennemis, on va parler d'adversaires justement de ce processus qui est en cours, est-ce que justement ils ne tenteront pas de récupérer cette non-participation, cette abstention qui est plus ou moins importante? Ça va de soi, bien sûr. C'est de la politique. Chacun essaie de trouver son angle d'attaque. Quand on a parlé tout à l'heure donc vous parliez de consensus. Je vous cite un exemple. Nous, l'article relatif au ticket d'entrée, si on veut, le fameux article sur les 4%. Les 4%, oui. Nous considérons que c'est une condition objective parce qu'il y a un parti qui a travaillé, qui a longuement milité, qui a longuement été sur le terrain. Et donc, s'il a maintenant des élus locaux, c'est justifié, c'est légitime qu'ils réclament qu'ils soient exemptés de cette... mes adversaires de ce 4% vous disent oui, mais ils n'étaient pas légitimes. Tout à fait. Les adversaires disent, mais nous, ces élections n'étaient pas légitimes, mais nous répondons, là je parle au nom du Forum Mustaqbal, que nous ne faisions pas partie ni de l'alliance présidentielle, ni de ceux qui ont bénéficié des avantages pendant les 20 dernières années, mais on dit aussi que le président a parlé lors de son entretien avec Dr Belhaid sur les nouveaux partis. Le président souhaite qu'ils aient leur chance. D'ailleurs, sur les 6 ou les 9 qu'il a reçus à ce jour, les 9 qu'il a reçus à ce jour, 12, d'accord. 4 x 3, oui. Voilà, donc il a reçu des partis qui ont été créés début 90, mais aussi un parti qui a été créé fin 2020. Donc c'est un bon message.
on s'attend à ce qu'il y ait l'annulation de cette disposition des 4%. Et donc pour qu'il y ait libre accès à tous les partis, aux listes indépendantes, à pied d'égalité. Donc ils auront accès aux élections à travers la collecte des signatures. On n'a pas de problème. On veut le faire parce que pour nous, c'est ça le dialogue aussi. C'est des sacrifices de tous pour s'entendre sur un minimum qui nous permet de démarrer, qui nous permet d'avancer vers l'avant. Voilà. Donc si je comprends bien, pour le Front Moustarbel, je suis persuadé que c'est un peu pareil pour l'ANR, c'est que justement quand on remet en cause les assemblées précédentes sur leur illégitimité, quelque part, leur non-représentativité plutôt, on va dire, vous dites-vous qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que certains ont failli qu'il faut accabler tout le monde. Mais bien sûr. Oui, monsieur Benoît. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs modes électoraux à travers le monde. Donc, j'essaierai de donner une approche technique sur une lecture technique sur les anciennes opérations électorales. En 2012, le taux de dispersion des voix était à 65%, c'est-à-dire un seul Algérien sur 3 qui était représenté dans l'Assemblée nationale. Après, on a changé le monde, on a essayé de mettre des seuils, par exemple le pourcentage de 4% ou bien les signatures. Donc, en 2012, il y a des wilayas où on a trouvé pratiquement une soixantaine des listes des candidatures. Alors en 2017, on a mis des seuils, le nombre des listes est réduit et le taux de participation est augmenté un petit peu, il arrive à 60% à peu près. Donc on est pour la réduction du seuil. Mais pour l'élimination totale du seuil, je pense qu'elle n'est pas objective. Nous, à l'ANR, du moins pour ce scrutin-là, pour une phase transitoire. On a proposé que même on peut prendre par exemple pour les scrutins en avenir, prendre par exemple l'évolution d'un parti au bout de 3 opérations ou 4, c'est-à-dire au bout de 10 à 15 ans. S'il a amélioré son taux, donc il peut s'intégrer, il peut participer par exemple, sinon il doit revenir à la récolte des signatures. Très bien. Dites-moi, quel que soit le code électoral à venir, quelles que soient les positions des uns et des autres sur la participation ou non au prochain scrutin, une chose semble évidente, c'est que tout le monde demande le changement. Il y a eu énormément de demandes de changement. Mais aussi, quelque part, il ne suffit pas de demander le changement. Il faut s'impliquer dans ce changement. Et pour cela, le principe, justement, le seul principe qui est reconnu en démocratie, ce sont les élections. Monsieur Mhegni. Exactement. C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. L'implication de tous, l'adhésion de tous pour réclamer. On ne peut pas rester à la maison et réclamer ou marcher dans la rue et de réclamer tout simplement le changement sans s'impliquer. Tout à fait. D'accord. Justement, c'est pour ça me permet. Oui, monsieur Benoît. Dans ce contexte, rappelons que toutes sortes de changements peuvent être l'objet de différentes résistances. Ça, c'est clair. Donc, le président a rappelé que plusieurs revendications populaires ont été accordées et satisfaites. Il a cité par exemple la demande d'éloigner l'argent de la politique, la dissolution de l'APN. Il a causé, sans citer bien sûr le nom, certains autoproclamés des porte-paroles de Hirak de travailler pour des intérêts étrangers. Nous, à l'ANR, ne cesse depuis mars 2019 d'appeler le Hirak à s'impliquer et s'intégrer dans les différentes instances, partis, associations, mouvements associatifs, etc., afin de participer en force dans les changements constitutionnels et institutionnels. On peut pas, si on reste dans la rue, on ne peut pas faire un changement. Ça, c'est clair. Justement, est-ce que le principe, est-ce que le gagnant de ce rejet total, c'est pas celui qu'on pense? On pense, est-ce que justement, certains ont parlé du résidu de l'ancien régime qui aurait tout intérêt à ce que justement il y ait un échec?
de ce processus électoral en marche, puisque ce seraient toujours les mêmes qui en sortiraient. Plus moins il y aura de gens qui voteront, plus l'ancien régime restera en place. Mais bien sûr que des fois on se dit mais qu'est-ce qu'on veut? Vous savez, on ne remerciera jamais assez ce Hirak. Il a été salvateur, il a été libérateur. On ne pensait jamais pouvoir être là et parler de l'Algérie nouvelle ou de l'ancien régime comme on le fait maintenant. Le Hirak n'est ni un parti ni une organisation. Le Hirak, c'est une idée qui s'est emparée des masses. C'est une âme de fond quelque part qui est venue du fin fond de l'Algérie. Tout à fait. Elle s'est emparée des masses. C'est devenu une force matérielle. Maintenant, il faut qu'elle s'organise, il faut qu'elle se canalise sous n'importe quelle forme légale possible, association, organisation, parti, pour qu'elle ait l'influence qu'elle peut avoir sur le déroulement des choses. Comme dit le président, nul ne peut stopper le changement en marche de toute façon qu'a créé le Hirak. Maintenant, il faut juste le canaliser, l'organiser pour que les choses se fassent dans le bon sens, réclamé par le Hirak. Tout à fait. Monsieur Bennout. C'est pour ça que dans le but d'attirer la masse électorale et d'enlever le taux de participation, l'ANR suggère que la focalisation sur la réussite simultanément de contexte et de texte et la relecture politique des résultats du référendum de la Constitution est importante. Il appelle également à l'élargissement des mesures d'apaisement prises et l'ouverture de scènes politiques et médiatiques. Afin de permettre aux différentes parties de la société de s'intégrer et de s'accrocher à ces changements. Justement, et quand le président de la République parle de la plupart des revendications du Hirak qui ont été satisfaites, est-ce que c'est pas justement l'une de celles, quand il pense à ça, c'est notamment les élections à venir, les scrutins, et la meilleure façon de justement vérifier que ces élections soient transparentes, soient claires et libres, c'est de s'impliquer, de contrôler. Donc il faut s'impliquer, il faut que les gens s'impliquent un maximum pour éviter de dire après on savait il va y avoir de la fraude et il y a eu de la fraude. La meilleure façon justement d'éviter cette fraude, c'est de s'impliquer. Nous avons fait le même diagnostic que Monsieur le Président de la République pendant les élections présidentielles. Nous parlons, et il parle aussi dans son programme, d'une crise multidimensionnelle, d'une crise de confiance, d'une crise principalement... Je crois que confiance, c'est le mot important dans cette histoire. Bien sûr, d'une crise principalement politique, d'une crise de légitimité. Eh bien, la clé de toute cette marche et de cette démarche de l'Algérie nouvelle, c'est justement instaurer la légitimité, instaurer la confiance entre le gouverneur et le gouverné, entre les institutions et les citoyens. Et c'est à travers une élection. Impliquons-nous. Moi, personnellement, j'ai participé à des élections. J'ai été observateur dans un bureau de vote. Si après le vote et après 15h ou 16h, je rentre chez moi, bien sûr, je laisse le champ libre aux fraudeurs, à ceux qui vont influencer le cours du vote. Donc oui, l'implication, avec la même hargne, la même énergie, si on va au vote et on contrôle les bureaux de vote, on aura les élus qu'on veut et les institutions qu'on veut et on aura le changement auquel on aspire. Et je parle là des gens du Hirak. Justement, donc quand un scrutin est honnête, on a quelque part, comme on dit, les élus qu'on mérite. Exact. Monsieur Bennout. Je suis totalement d'accord avec les idées proposées et j'ajoute que ce n'est pas uniquement une question de confiance. Je pense aussi que c'est une question de morale. C'est une question de morale. Donc, lorsque la totalité du peuple s'implique dans ce processus, je pense même les gens, lorsque j'ai dit les gens, c'est-à-dire soit je parle des listes, même les gens qui vont être proposés doivent être des gens sains, des gens ayant un niveau intellectuel acceptable et des gens qui ont l'idée de servir et non pas d'être servi par le poste. Servir et ne pas se servir, c'est le principe de la politique quelque part, il faut que ça rentre dans les têtes. Donc quand je le disais tout à l'heure, le président de la République a affirmé que la plupart des revendications du Hirak ont été satisfaites, accomplies. Vous, à l'ANR, quelles sont
Quel est le bilan que vous faites, l'évaluation que vous faites du Hirak, de ces demandes et de ce qui reste encore à accomplir? Au début, tout le monde était d'accord que les revendications de Hirak sont des revendications politiques. Politique et légitime. Politique et légitime, c'est tout à fait. Donc, je pense qu'aux alentours des revendications, il y a 3 slogans qui ont été à la tête. C'est l'annulation de la 5e mandat, oui. C'est la lutte contre la corruption et l'ouverture de certaines libertés de presse et politique. Après, je pense que, surtout dans l'année 2020, le problème de Covid a mis une pression supplémentaire sur les revendications. On a vécu une sorte d'orientation vers des recommandations socio-économiques. Et je pense que il est devenu primordial de prendre ces revendications en urgence et en priorité afin de pouvoir compléter les changements politiques. Sinon, ces revendications peut-être vont nous guider ou vont nous conduire vers un dérapage. Monsieur Merigny, est-ce que le Front Moustarbel est d'accord avec cette vision que les revendications socio-économiques ont pris le pas sur les revendications politiques du Hirak? Je ne sais pas si c'est seulement ça. Si on veut, c'était un tout venant. C'était un mouvement qui prenait toutes les doléances, ce que réclamaient les gens à l'époque. Il y a eu plein C'était des revendications. Voilà. Une bonne partie a été satisfaite. Comme on le souhaitait, comme il le souhaitait. Maintenant, le reste, on doit le faire ensemble. L'éternelle insatisfaction ne mène nulle part. Là, nous avons un président qui dit « Ok, tout est devant vous. Prenez le gouvernement. Venez participons aux prochaines élections législatives. Si on voit qu'il y a fraude, nous serons parmi les premiers à le dénoncer. » Et donc, on dira non, cette opération a été entachée de fraude massive ou partielle et donc les institutions qui en découleront ne seront pas légitimes. Et donc, il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de justice indépendante ou justice tout court. Donc, oui, nous pensons qu'une bonne partie acceptable des revendications a été satisfaite et nous pensons en la bonne foi du président de la République qui, du moins jusqu'à maintenant, continue à respecter les engagements qu'il a tenus. Mais au vu de ce qui s'est passé ces 2 dernières années, on a l'impression que plus rien ne sera comme avant et que justement les citoyens, le peuple a cassé ce mur du silence, ce mur de la peur et que le principe c'est qu'il faut avancer maintenant en sachant, puisque ceux qui prendront les rênes du pouvoir par le fait des élections sauront qu'ils seront sous la lunette, sous l'observation permanente de la société qui ne se tait pas. Donc justement, ça va devenir de plus en plus dur de gouverner en sachant qu'on ne peut plus faire n'importe quoi. Monsieur Merigny. C'est ce qui s'appelle, Monsieur Mftahi, la démocratie directe. Oui. Donc l'implication du citoyen, lui confère un rôle dans faire confiance mais surveiller. Tout à fait. C'est aussi pourquoi on parle de démocratie participative. Tout le monde participe au process et tout le monde contrôle le process et les intrants et les résultats du process. Donc oui, nous sommes d'accord. Monsieur Benoud? Donc, il est tout à fait évident que la participation ne doit pas s'arrêter uniquement à le geste d'aller vers le bureau de vote et lancer votre bulletin. Non, mais le contrôle peut se faire aussi par le citoyen lui-même. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais assisté à une scène qui m'a vraiment touché. Après, à 18h, après, je pense, la fermeture du bureau, 10 jeunes ont été arrivés au bureau et ils demandent s'ils auront la possibilité d'assister au dépouillement. Oui, et je pense que c'est un geste citoyen, responsable. Oui.
Et c'est un geste que tout le monde doit faire, c'est que la conscience politique ne doit pas s'arrêter à la campagne électorale et au jour du vote, mais même après, et au contrôle des élus, évidemment. Mais maintenant, j'aimerais, si vous voulez bien, aborder le problème du temps court et du temps long. Des demandes, des revendications légitimes ont été faites. Le gouvernement en place dit qu'une partie a été satisfaite et que d'autres demandent un peu plus de temps. C'est une histoire de temps, justement. Les gens, on a l'impression qu'ils disent que non, rien n'a été fait. Mais non, rien n'est encore visible. Ça demande du temps, justement. Et comment faire comprendre aux gens qu'il y a besoin de temps, que les choses ne se font pas du jour au lendemain et en un tour de main, qu'il faut faire confiance à un moment et attendre et regarder, tout en surveillant, bien sûr. Il faut pas être candide, il ne faut pas être naïf. Soyons logiques et rationnels. Je dirais, nous sommes en face d'un nouveau mode de gouvernance. Quand le président le clame haut et fort, soutenir et le répète tout le temps, dans ses différents discours, soutenir les jeunes, bloquer l'argent dans les opérations électorales, encourager la démocratie directe à travers les listes indépendantes et la société civile. Tout ça, c'est de bons gestes, c'est des gestes de bonne foi à l'adresse de la société de manière générale et au Hirak en particulier. Impliquez-vous. Regardez, si on continue à rejeter tout, on n'arrivera nulle part et on ne pourra rien construire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est après 30 années d'une décadence politique pour plusieurs raisons. Si pour les années 90, c'est des conditions objectives, des années de violence qui nous ont empêchés d'avancer, les 20 dernières années, c'était un clan. Nous ne regardons pas la politique sous le prisme de clivage politique ou clanique. Nous voyons une Algérie unie, une Algérie indivisible, notre pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. Je m'excuse, avant d'oublier, j'ouvre une parenthèse sur le communiqué du Haut Commissariat des droits de l'homme qui est sorti hier, qui parle du Hirak, qui impose, qui exige des demandes au gouvernement algérien. Nous sommes en Algérie, on sait ce qui s'y passe. Il y a beaucoup de revendications qui ont été satisfaites. Ça n'ouvre pas le droit pour autant au chaos, à l'anarchie et à laisser tout le monde dire n'importe quoi. Nous restons comptables, nous restons aussi des sujets à une loi qui s'applique à tous. Donc oui, il y a tous les ingrédients pour un bon démarrage sont là. Je pense que le léninisme ne sert uniquement à rien. C'est prendre la totalité ou refuser tout. Donc, nous devons être conscients qu'il y a des défis, qu'il y a des enjeux. Surtout, je rappelle, il y a des enjeux socio-économiques. Il y a des entreprises dans le large sens, des entreprises économiques dans le large sens, c'est-à-dire qui travaillent dans le secteur du tourisme ou des services là, qui ont été touchés par l'arrêt de travail, le confinement. On doit les aider et les accompagner et leur trouver des solutions immédiates. Le temps ne presse. Donc c'est pour cela on doit être vigilant et nous essaierons d'y aller vers un consensus pour résoudre les problèmes politiques. Parce que les enjeux socio-économiques s'imposent et s'appuient toujours sur la scène. Justement, si vous permettez, M. Rigny, de revenir à l'instant sur justement votre parenthèse concernant la déclaration là, du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. On a l'impression qu'elle ressemble un peu à la fameuse sortie de l'Union européenne d'il y a quelques semaines. On a l'impression qu'elles sont téléguidées carrément de l'extérieur et qu'elles répondent un peu à ce que disait le président Tebboune, c'est-à-dire que les rumeurs comme les informations sont téléguidées de l'extérieur. Téléguidées, manipulées. Pourquoi ce même Haut Commissariat des droits de l'homme n'a pas réagi quant aux gilets jaunes et borniers? Pas seulement éborgné, mais oui. Pourquoi il n'a pas noté et souligné la présence policière des armées chez nous?
la présence policière qui encadre nos rues, qui protège les institutions, désarmés. Et les manifestants. Bien sûr, voilà, désarmés. Parce que, qu'il soit le Hirak de 2019 au 2021, il y a toujours des mal intentionnés qui veulent pousser à ce qu'il y ait diffusion de sang pour ouvrir le champ à tous les dérapages. Donc oui, il y a de la manipulation, il y a des gens mal intentionnés parce que c'est facile de dire 1000 détenus. Oui, dans quelles conditions, pour quelle raison ou accusation. Je n'écoutais qu'un seul son de cloche dans cette histoire et ça ne tient pas la route. Et quand on parle d'un millier d'arrestations depuis le début du Hirak, si on dit que des centaines de milliers, voire des millions d'Algériens ont marché tous les vendredis depuis 2 ans, l'équilibre, quelque part, il n'est pas respecté de la part de ces gens-là. Monsieur Bennoud, pour conclure rapidement, vraiment sur cette histoire. Rappelez-moi, s'il vous plaît, votre question. Justement, est-ce qu'on n'a pas l'impression que cette déclaration du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies se rapproche quelque part de la fameuse sortie de l'Union européenne qui condamnait l'Algérie sur des choses qui ne les regardent pas quelque part? Bien sûr, tout à fait. Relativement parlant. À titre d'exemple, combien y a-t-il de détenus des Gilets jaunes par rapport, par exemple, même si le détenu n'entre pas dans les affaires de la justice, mais relativement parlant, il y a une certaine liberté par rapport à d'autres pays qui vivent des événements pareils. Donc, sachant que ces derniers jours, les forces de services de sécurité ont tiré à balles réelles dans certains pays il y a quelques jours. On ne les a pas encore entendus. Oui, réagir. Alhamdoulilah. La symbolique est importante. Quand le président de la République fait appel au Hirak, fait appel à tous les Algériens, procède à des libérations de quelques détenus, c'est des mesures d'apaisement très positives. La consultation qu'il lance est une démarche très très positive. Donc oui, nous condamnons cet interventionnisme de la part des ONG internationales ou bien de ce haut commissariat parce qu'il n'est pas objectif et parce qu'ils ne prennent pas en compte les différentes versions de la chose. Merci beaucoup messieurs, c'est sur cette conclusion donc que nous allons terminer cette émission. Merci monsieur Reda Mhagni d'avoir été avec nous, vous représentiez le Front Moustaqbel. Monsieur Salim Bennoud, vous êtes membre du bureau national de l'ANR, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans quelques secondes, 14h. Merci d'avoir suivi cette émission, d'avoir été avec nous. Agréable après-midi avec les programmes d'Alger Scène 3 cet après-midi.